Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un très bon big et que la matinée a été riche en connexions, en découvertes et que vos pieds tiennent encore le coup. Merci à vous d'être avec nous ici pour ce panel de 30 minutes dédié au marché du golf avec comme question pour nos intervenants le Moyen-Orient, un Eldorado pour les entreprises françaises. Voilà, donc on va essayer pendant ces 30 minutes d'y répondre, d'avoir des éléments aussi de lecture par rapport à votre expérience et à votre expertise sur le sujet. Comme vous le savez ou pas, la région du Golfe est évidemment un marché très dynamique. Vous avez peut-être entendu parler des giga-projets qui ont été annoncés il y a encore quelques mois en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, avec également des acteurs qui sont de plus en plus prégnants sur la scène internationale. Et donc tout l'enjeu de cette table ronde est de pouvoir aborder les enjeux, les challenges pour des entreprises françaises qui aujourd'hui seraient potentiellement intéressées à se déployer sur la région, à identifier des partenaires et également à être accompagnées sur leurs projets. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons donc Mike Camus. Mike, tu es donc le responsable du desk MENA au sein du Crédit Agricole de la branche CACIB, comme on dit. Nous avons également avec nous Agnès Lopez-Cruz, qui est la directrice générale de la CCI France Émirats Arabes Unis. Ce sera plus simple comme ça. Et puis pour finir, Thierry Martignon, qui est donc le directeur au sein de la branche Assurance Export de BPI France sur le volet PME ETI. Et puis je te laisserai éventuellement compléter si besoin. Donc pour commencer, Agnès, peut-être pour dresser un panorama aujourd'hui de ce marché, de la réalité aussi sur le terrain, quels sont les secteurs qui offrent aujourd'hui les meilleures opportunités pour les entreprises françaises dans la région ? Bonjour à tous, merci Maëlle, merci BPI de cette opportunité de parler à BIC de nouveau. Alors effectivement, quand on a discuté de ce panel qui était sur le Moyen-Orient, moi j'ai dit à Maëlle, j'aimerais bien pouvoir centrer un peu le débat sur les pays du Golfe qui sont finalement le cœur économique de cette zone qui, vue de France, peut paraître chahutée, qui peut peut-être même faire peur. Mais les pays du Golfe, c'est un peu la Suisse locale, c'est vraiment une zone de croissance, c'est une zone de relative stabilité. Alors, on n'a pas de carte. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de géographie juste avant pour regarder de quoi on parle. Mais je vous rappelle juste que les pays du Golfe, donc ce Conseil de coopération du Golfe, c'est 6 pays qui se sont alliés. C'est une alliance diplomatique, sécuritaire, économique, douanière depuis 1981. Et donc, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats, vous avez le Koweït, Oman, Bahreïn et le Qatar. Donc, évidemment, chaque pays a ses propres opportunités, chaque pays a ses propres perspectives. Et ce qui est intéressant avec ces pays-là, qui sont des pays qui sont politiquement assez stables, c'est qu'ils ont des visions. Et ils ont un point commun, c'est que ces visions, elles ont pour but de diversifier l'économie, puisque l'économie tient particulièrement sur l'économie du pétrole. Et donc l'idée de ces pays-là, c'est diversifions notre économie, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers et on sait qu'à un moment donné, la manne pétrolière va se tarir. Alors, encore une fois, je vais vous donner quelques secteurs d'activité qui sont les secteurs particulièrement porteurs, mais il faudrait regarder pays par pays puisque vous pouvez avoir aussi des spécificités. Donc, je commencerai par le secteur de l'énergie et particulièrement la transition énergétique et les énergies vertes. Donc là aussi, encore une fois, dans cet esprit de diversification économique. Vous avez également tout ce qui est tech. Grosse digitalisation et c'est vraiment un fil conducteur sur ces différents pays. La tech, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la tech adaptée par exemple à la santé également, sont vraiment des sujets qui sont très prégnants en ce moment sur la zone. Je continuerai également évidemment, comme tu l'as dit Maëlle, par des grands projets qui ont cours en ce moment sur beaucoup des pays de la zone, des projets d'infrastructures portuaires, d'infrastructures même ferroviaire. On a un projet de train de GCC Rail qui va permettre aussi bien avec du fret que pour des passagers de relier ces 6 pays. Donc là, effectivement, des belles success stories déjà françaises et encore des marchés à prendre. Et puis, je ne veux pas être trop longue, donc je terminerai avec les industries culturelles et créatives, mais au sens large, qui inclut également les grands événements, qui vont inclure le sport, qui vont inclure la culture.
Alors Agnès, parmi les points que tu évoquais dans ce panorama qui est quand même qui montre, je pense, le dynamisme de la région, il y a cet enjeu de diversification économique. Alors je me tourne vers toi, Mike, pour un acteur bancaire comme Cassib, qui est un acteur bancaire de premier plan, notamment lorsqu'on parle de l'export. Comment aujourd'hui la banque est amenée à percevoir, à juger l'évolution de ce marché régional qui a quand même plutôt bien explosé depuis quelques années? Merci beaucoup, Maël. Écoutez, pour illustrer ma réponse, je vais vous dire qu'il y a déjà eu 3 facteurs, à mon sens, qui ont précipité. Je vais reprendre un petit peu ce que disait ma voisine, mais effectivement, les pays du Moyen-Orient se sont très vite rendus compte que la non-durabilité des hydrocarbures faisait qu'il fallait tourner la page très rapidement. Et il y a un effet incroyable vis-à-vis de la cristallisation de cette crise pandémique qui, à mon sens, a été un électrochoc et une prise de conscience pour accélérer ce développement et cette diversification. Aujourd'hui, on le voit, on accompagne énormément de nos entreprises dans tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Je ne vais pas limiter à un secteur en particulier parce que des opportunités, il y en a partout. Évidemment, il y a des secteurs stratégiques sur lesquels les pays poussent un peu plus les sujets, mais des opportunités, il y en a partout. Et on pourra le développer par la suite, mais il ne faut vraiment pas avoir peur d'aborder cette région. Elle peut, de prime abord, sembler un petit peu difficile, et c'est vrai que pour un primo-exportateur, ça peut être une première phase difficile, et il faut absolument lever ce frein, parce qu'il y a des opportunités, même pour nos PME, même pour nos ETI, et pas uniquement pour les multinationales. Donc vraiment s'ouvrir et voilà, discuter avec tous les partenaires, bancaires, non bancaires, voilà, avoir le meilleur accompagnement possible, tous les secteurs s'ouvrent. Mais donc des opportunités partout, la nécessité d'avoir aussi un filet de sécurité, et puis on reviendra là-dessus avec toi aussi Thierry, mais néanmoins, un mythe ou pas du marché régional du Golfe qui nous amène quand même à nous poser la question de la perception que l'on peut en avoir depuis la France par rapport à la réalité sur le terrain. Là-dessus, Agnès, peut-être que tu as aussi quelques éléments à nous partager. Oui, alors bon, déjà, effectivement, on parle encore une fois de cette zone, mais c'est 6 pays différents. Donc, il faut vraiment les aborder avec une maturité différente. Les Émirats, c'est le hub régional. C'est le pays par excellence de la diversification économique. L'Arabie Saoudite, c'est le pays des grands projets, c'est le pays du volume, c'est le vrai marché intérieur. C'est un pays qui a 35 millions d'habitants, donc on a un vrai marché intérieur. Mais c'est un pays extrêmement compliqué. Bureaucratique et qui n'est pas facile d'abord, notamment pour des PME. On va voir le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui c'est le soft power, c'est le pays du GNL, du gaz, avec des grands projets encore dans le pipe en ce moment. Et puis après, il y a des petits pays qu'on oublie, et c'est pas péjoratif de dire ça. Quand on pense à Bahreïn ou quand on pense à Oman, ce sont des pays qui sont de prime abord pas complètement dans le radar, mais qui sont des pays qu'il faut vraiment considérer parce qu'il y a une compétition qui est un peu moindre. Des projets qui peuvent être assez intéressants, touristiques, encore une fois, d'infrastructures. Donc, encore une fois, la perception qu'on peut en avoir, c'est pas une masse, c'est vraiment des individualités et il faut travailler ces individualités. Une autre perception, souvent, alors je caricature, les pétrodollars ne tombent pas des palmiers. Effectivement, ce sont des monarchies ou des pays qui sont particulièrement solvables, mais ce n'est pas parce qu'ils sont solvables qu'ils vont tout financer en fonds propres eux-mêmes. Ce qu'ils veulent de plus en plus, c'est du local content. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous investissiez, c'est des IDE, des investissements directs étrangers dans le pays. C'est aussi des formats PPP, les partenariats publics-privés, qui sont des formats de plus en plus demandés. Donc il faut venir aussi avec des systèmes de financement et c'est là qu'effectivement mes voisins peuvent apporter des solutions. Alors, excellente transition sur les enjeux aussi de financement. Thierry, peut-être pour commencer avec toi, puisque BPI France, parmi ses nombreux, on va dire, mandats et ses différentes casquettes, a notamment un mandat très important sur l'export et l'accompagnement des exportateurs français. Aujourd'hui, dans quelle mesure et comment une agence de crédit export comme BPI France se positionne-t-elle et positionne-t-elle son offre
au regard de la mutation qu'ont évoqué notamment Mike et Agnès dans la région? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, il y a un sujet de diversification et de mutation par rapport à l'industrie du pétrole, et ça tombe très bien, puisque l'agence de crédit export française, qui est BPI France Assurance Export, ne peut plus intervenir sur le oil and gas. Donc c'est très très bien effectivement qu'il puisse y avoir cette diversification pour qu'on puisse intervenir. On est sur une zone aujourd'hui, pour nos exportateurs français, qui est une zone extrêmement intéressante en termes de projet. Maintenant, il faut effectivement savoir y aller, savoir se sécuriser. Et aujourd'hui, on a pas mal d'outils pour accompagner donc, les exportateurs français, donc plutôt les PME ETI, donc secteur sur lequel moi je m'occupe, pour pouvoir les accompagner, surtout casser ce mythe de pays impénétrable qui est uniquement financé sur du pétrodollar. Aujourd'hui, comme vous le disiez, ça n'est plus vrai. Ils ne financent plus sur fonds propres, donc c'est très bien pour nous, agence de crédit export, pour pouvoir les accompagner. Donc on a tout un panel effectivement de solutions qu'on développera un petit peu plus tard, mais sur une zone aujourd'hui qui est extrêmement attractive pour les entreprises. Et donc il y a un combat qui est extrêmement important avec les autres pays, les autres agences de crédit export, et c'est à nous de proposer donc la meilleure offre pour inciter les entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles, parce que ce qui nous manque dans notre pays, ce sont le nombre d'entreprises industrielles exportatrices, notamment par rapport à nos challengers que sont les Italiens et les Allemands. Et donc c'est à nous effectivement d'apporter toutes les solutions pour embarquer les boîtes au travers de différents dispositifs qu'on développera tout à l'heure. Et alors, en miroir de cela, on parle des sujets d'accompagnement, de garantie, d'assurance. Comment aujourd'hui une banque peut être amenée à développer des outils de financement, des mécanismes de financement pour répondre aussi aux enjeux de diversification économique que l'on a pu évoquer avec des schémas de PPP, des schémas aujourd'hui de lignes de crédit, des choses comme ça que d'autres acteurs aussi internationaux sont amenés à déployer? L'offre qu'on a au Crédit Agricole, c'est une offre qui, à mon sens, accompagne le client dans tout son processus, depuis sa réflexion sur comment pénétrer le marché jusqu'à la mise en place des financements, que ce soit du M&A s'il a besoin d'avoir du conseil parce qu'il est en recherche de cibles pour une croissance externe. Est-ce que ça va être du prix financement export? Ça va être, il y a on a toute une panoplie de produits qui répondent vraiment à chaque étape du développement du client. Donc c'est très large. Comment dire, accompagné par nos réseaux, parce qu'effectivement, nous on apporte du conseil en plus à nos réseaux. C'est avec nos réseaux, en appui avec nos réseaux et nos partenaires, on arrive justement à mobiliser tous les types de financements qui sont nécessaires et utiles, que ce soit évidemment avec l'appui de BPI France sur la partie agence crédit export public ou des agences crédit export privées type COFAS. Voilà. Donc on essaie d'apporter le spectre le plus large possible à l'ensemble de nos clients. Et parmi les points assez importants aussi pour les entreprises françaises, je laisserai peut-être développer là-dessus, l'enjeu de compétitivité. Agnès, et puis vous l'avez tous mentionné, les Américains sont là, les entreprises chinoises sont extrêmement présentes aussi, les entreprises turques très très présentes, puis peut-être que vous souhaiterez élaborer un peu là-dessus. Thierry, comment aujourd'hui BPI France Assurance Export, de par ses outils, peut aussi permettre d'accompagner les entreprises françaises à renforcer leur compétitivité prix en plus de la compétitivité de leurs produits en tant que tels? Alors, il y a plusieurs options. Alors, effectivement, il y a le produit. Par rapport aux autres entreprises, ce que fait donc l'agence de crédit export française, donc BPI France Assurance Export, c'est d'apporter des solutions au sein de la direction de l'export de BPI France pour faire en sorte que les entreprises soient les plus accompagnées et soient les plus prêtes d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, pour aborder donc, les acheteurs étrangers. Donc à ce titre-là, on a un certain nombre d'outils à disposition donc, des entreprises françaises, plutôt les PME, les ETI, pour faire des diagnostics, par exemple, pour savoir si le produit correspond bien au marché du pays, parce qu'on peut avoir le meilleur produit du monde, mais s'il n'est pas adapté, ça ne sert à rien. On a également des parcours pour accompagner donc, les entreprises françaises pour aller tester le pays et rencontrer donc, des acheteurs, et tout ça pour faire du potentiel business. Après, pour être différenciant, au travers des agences de crédit export,
Il n'y a pas vraiment de secret. On a tous de bons produits. On essaye de favoriser les entreprises nationales de chaque pays au travers de systèmes de garantie d'État. Donc nous, on apporte en tant qu'agence de crédit export française des quantités de garantie qui sont très importantes, jusqu'à 80% concernant, par exemple, lorsqu'une entreprise française doit demander à sa banque d'émettre une caution sur le marché export, on peut apporter 80% de garantie. Et puis, comme vous le disiez, de plus en plus, les entreprises, notamment l'Arabie Saoudite, demandent à ce qu'il y ait de la part locale, donc local content au niveau du pays. Et donc là-dessus, on peut effectivement donc, délivrer donc, des systèmes pour les accompagner. Et ce qui peut être différenciant aussi, par exemple, et de plus en plus aujourd'hui, chaque pays voulant renforcer son tissu économique demande à ce que les offres qui soient faites par les challengers étrangers et par les Français auprès d'acheteurs, par exemple saoudiens, soient faites dans la monnaie locale. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Et ça, c'est un vrai risque, que toutes les opérations, généralement, se font en dollars, essentiellement, ou en euros. Et le fait de se positionner dans la monnaie locale, qui est le rial, je crois, pour l'Arabie Saoudite, permet de positionner différemment donc, l'entreprise. Mais pour cela, c'est un vrai risque pour l'entreprise, puisque la monnaie n'est pas une monnaie aussi assise que le dollar ou l'euro. Et donc, à ce titre-là, Bpifrance Assurance Export apporte des garanties, justement, pour permettre à l'entreprise, pendant sa période de négociation, de fixer un cours et de ne pas, effectivement, au moment où le contrat est opé, d'être en perte. Voilà, donc ça, c'est très important. Et on a eu des cas en Arabie Saoudite, dans d'autres pays aussi qui imposent de plus en plus des offres dans la monnaie du pays, de remporter des contrats alors qu'ils n'étaient pas forcément les moins chers parce qu'ils avaient fait une offre dans la monnaie locale. Et alors, d'un point de vue, on va dire plus acheteur, pour un acteur financier comme Cassib, aujourd'hui, face à ces enjeux de compétitivité sur le prix, sur le produit, comment vous percevez, vous, de votre côté, les attentes et les exigences des acheteurs locaux, que ce soit saoudiens, émiratis, sur à la fois le coût du financement que vous pouvez être amené à délivrer, sur la volonté d'avoir un financement en devise locale, mais aussi potentiellement en devise internationale. Voilà. Comment approcher le sujet? Je rejoins Thierry dans le fait que de plus en plus, on voit les entités publiques émettre des appels d'offres dans les devises locales. C'est un comportement qui n'est pas choquant en soi parce qu'on le voit dans d'autres pays et c'est vrai que naturellement, on va faire travailler sa monnaie, sa devise. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un frein pour nos entreprises qui décident de répondre à ces appels d'offres. Il y a des points d'attention, évidemment, quand il s'agit d'entités publiques. Il y a des risques à éviter, la couverture de risque de change, mais ce n'est pas la seule. La rédaction des garanties peut avoir aussi un impact non négligeable. Voilà, il y a plusieurs points d'attention. Au-delà de ces points d'attention, effectivement, en termes de, comme vous l'avez dit, la concurrence est très forte sur place. Pas uniquement pour les entreprises qui s'y implantent, mais aussi pour les banques. Toutes les grandes banques à l'international sont présentes dans le pays, en plus de toutes les locales. Donc voilà, il faut trouver, mais chacun trouve sa part du gâteau. Il ne faut pas se leurrer. Et voilà, avant tout, ce qui est important et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est vraiment le principe de sécurisation. Au-delà de l'offre et du prix qu'on va vous faire, c'est derrière tout le package pour sécuriser votre opération. L'important à la fin, c'est que la trésorerie elle soit sur le compte. Développer du chiffre d'affaires, c'est une chose, mais sécuriser la rentrée, voilà. Donc, je vais pas énoncer un prix en particulier ou comment est-ce qu'on on conditionne nos tarifications. Simplement, de toute façon, voilà, il faut qu'on fasse la meilleure offre qui soit. Voilà, on joue le jeu du marché et puis à l'issue, on la remporte ou pas. Et l'important, c'est évidemment d'accompagner notre client et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Lui a besoin de cette sécurisation. Donc, on est là pour sécuriser toute son opération. Juste peut-être rajouter que les pays que tu as cités sont des pays dans le cadre de la politique du financement export, sont des pays qui sont verts, c'est-à-dire qui sont complètement bankable. Donc en termes de risque par rapport à certains autres pays qui sont un peu moins verts, donc déjà c'est plus simple, mais ce qui n'empêche effectivement que dans un contrat d'export, il faut se sécuriser et que nous travaillons avec l'ensemble des banques, donc l'agence de crédit export française qui est Bpifrance Assurance Export, pour sécuriser justement le bon paiement et la bonne exécution du contrat.
mais sur une zone, encore une fois, qui est dynamique, qui est fiable, qui est bankable, entre guillemets. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on travaille avec le Trésor sur des lignes de financement qu'on appelle dans notre jargon, je vois Pascal, la directrice grand compte, sur les shopping lines, pour permettre à des acheteurs étrangers d'être financés quasi en amont, avant même que effectivement, des exportateurs plutôt grands comptes puissent se proposer pour répondre aux appels d'offres des grands acheteurs saoudiens, par exemple, ou qataris. Donc, bon, évidemment, il y a le sujet financier, le sujet de la trésorerie, un point important, et puis peut-être qu'on pourra y revenir s'il y a des questions également dans la salle, surtout pour des profils PME ETI, mais pas que. Il y a évidemment le sujet de sécuriser son contrat, de la garantie, et puis en vous écoutant aussi un enjeu d'innovation, même dans les mécanismes de financement aujourd'hui qu'on est amené à mettre en œuvre, hein, tu l'évoquais. Sur la partie, on va dire, plus business développement, et Agnès, je me tourne vers toi. Quels sont, d'après toi, aujourd'hui les réflexes à avoir aussi lorsqu'une PME, une ETI est amenée à avoir une démarche potentiellement de prospection en première intention, mais dans une logique de commercialisation, voire d'implantation? Et comment la CCI, typiquement aux Émirats Arabes Unis, et le réseau des CCI peuvent être amenés à accompagner ce type de projet? Merci pour ta question. Effectivement, donc sur le sujet quels sont les réflexes à avoir. Alors, il y a des réflexes qui sont des réflexes de base quand on veut partir à l'export. C'est déjà regarder si son offre est adaptée au marché et se faire conseiller. On l'a dit, donc là sur la partie financière, effectivement, vous avez quand même un dispositif. On a cette chance en France, c'est vrai qu'on bougonne beaucoup, mais on a quand même cette chance d'avoir des acteurs qui sont là pour vous aider et pour vous sécuriser à l'export. Ensuite, sur une partie plus business, il faut adapter son offre. Encore une fois, les outils de merchandising, les outils de communication, il faut vraiment être sûr que c'est adapté au marché. Pour ça, il y a des gens en local qui peuvent évidemment vous aider. Une chambre de commerce française en local peut vous aider et vous conseiller sur ce type d'approche stratégique et commerciale. Je pense également qu'en termes de réflexes, il faut se dire, quand on va sur des destinations comme celle-là, s'intéresser à l'interculturel. Parce que quand vous allez en Saoudie, 80%, 85% de la population est saoudienne. Donc, vous allez très probablement être tout de suite en contact avec des Saoudiens. Quand vous allez aux Émirats, 90% de la population est expatriée. Et dans les 90% d'expatriés, vous avez plus de la moitié qui sont d'origine indienne ou pakistanaise. Donc, moi, j'ai souvent tendance à dire Dubaï, c'est plus Mumbai que Marrakech. Il faut vraiment avoir dans cette idée qu'on va avoir un interculturel très fort et qu'en plus, sur certaines fonctions dans l'entreprise, certaines nationalités sont surreprésentées. Aux achats, vous allez avoir peut-être beaucoup de gens d'origine indienne. Dans de l'administratif, vous allez avoir peut-être des personnes d'origine philippine. Vous allez avoir des gens arabes du Golfe qui vont avoir une approche un peu différente également. Donc, il faut avoir ça en tête et vraiment se préparer. On ne vient pas la fleur au fusil sur des marchés comme ceux-là. Il faut être aussi prêt financièrement à attendre le premier contrat et attendre aussi le premier paiement, parce que les délais de paiement sont assez importants sur ces pays. Ils payent, mais ils payent avec du délai. Et ça, pour une PME, le problème de trésorerie peut arriver quand même assez vite. Et puis, enfin, pour répondre à ta question par rapport à comment on peut aider, alors oui, moi je peux vous faire la promo de la Chambre de commerce, de toute façon vous trouverez tout sur le site web, mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'effectivement, le réseau des chambres de commerce françaises est bien représenté sur la région, mais on a aussi une Team France Export, et c'est là que j'ai envie de vous dire, prenez des risques. Moi je trouve que ce n'est pas des marchés pour primo-exportateurs, bon, c'est une expérience personnelle, mais néanmoins, je trouve que dans la morosité ambiante, quand on a des marchés avec autant d'opportunités, et qu'on a autant d'acteurs qui peuvent vous aider en France, mais qui peuvent vous aider en local. En local, on a une Team France, on a les conseillers du commerce extérieur, les services économiques, les consulats, Business France. À Dubaï, on a la French Tech, plus de 200 French Techers qui sont là pour aider également, des OSCI, des fiscalistes, des avocats. Honnêtement, si vous pensez que vous pouvez cocher des cases, que vous avez de l'excellence, vous êtes pertinent sur un marché de niche et vous avez les reins assez solides financièrement pour aller et réfléchir assez rapidement à une implantation, parce que c'est difficile de faire du business avec cette zone à distance. Il faut vraiment s'implanter. Et s'implanter, ça ne veut pas dire tout de suite ouvrir un bureau nécessairement. Ça veut dire, par exemple, prendre un VIE. On est, par exemple, je pense aux Émirats, on doit avoir au moins 220 VIE aux Émirats. C'est un dispositif qui fonctionne très bien.
Vous pouvez avoir un bureau de représentation et après une filiale. Donc tout ça, c'est complètement possible, mais il faut le budgéter, il faut avoir les bonnes ressources en interne, avoir les talents. Mais moi, je pense que c'est possible et nous, on vous attend. Et donc, vraiment, la préparation, c'est vraiment la leçon peut-être à retenir pour les entreprises qui voudraient se projeter sur la région. Mais il y a un élément que vous avez mentionné qu'on n'a peut-être pas abordé, et Thierry, peut-être pour compléter sur le panel d'outils que l'on a aussi, d'accompagnement possible, cet enjeu quand même de présence locale que tu évoques. Il y a évidemment le sujet l'interculturalité, etc. Mais à un moment donné, il faut être là. Faire des allers-retours Paris-Dubaï, Paris-Abu Dhabi, Riyad, ça ne fonctionne pas sur le temps long. Et donc, à un moment donné, il y a quand même une logique d'investissement aussi qui doit être réalisée pour assurer une présence et un développement local. Là-dessus aussi, comment BPI peut accompagner ces projets d'implantation, de JV ou de croissance externe? Oui, absolument. Donc, je pense que tu fais référence à l'assurance prospection, puisque, comme le disait ma voisine de gauche, Agnès, pardon, très important effectivement les, les facteurs interculturels également. Un point très important, c'est la Team France Export. Effectivement, on travaille tous ensemble et je pense que ce Moyen-Orient, elle est très bien représentée avec chaque acteur qui est très actif pour vous accompagner. Donc partir effectivement accompagner et conseiller, mais tout ça coûte de l'argent. Et donc pour cela, BPI France Assurance Export a un dispositif qui existe depuis des années. Je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Qui s'appelle l'assurance prospection, qui est un super produit, qui est quasiment le seul produit qui finance les dépenses de prospection de l'agence de crédit export française, qui n'existe pas par ailleurs dans d'autres pays. Et donc, elle vient donc financer les dépenses de prospection. Et si ça marche, bah, vous remboursez. Si ça ne marche pas, eh bien, vous remboursez beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est vraiment une incitation pour accélérer les dossiers. Et là, depuis 2-3 ans, on a fait un focus sur l'assurance prospection sur les boîtes industrielles, puisque on utilise donc de l'argent public pour faire ça. Et donc, le levier public doit aller là où ça ne va pas. Et où ça ne va pas, bah, c'est la balance commerciale des biens d'équipement. Ce n'est pas celle des services qui est excédentaire, mais celle des biens d'équipement, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de boîtes exportatrices, industrielles, françaises, qui puissent exporter leurs biens d'équipement. Et là-dessus, on peut largement vous accompagner sur des montants conséquents si vous avez des projets dans le cadre de votre BP pour vous développer sur une zone, jusqu'à 800, 1 million d'euros s'il le faut, pour accélérer vos projets de développement à l'export. Bien évidemment, préalablement, ça vous aura permis de valider la pertinence du marché, de votre produit par rapport au marché, etc., etc. Donc il y a des sujets de financement, puis il y a tous les sujets aussi d'accompagnement au travers du Diag Business International, qui est un produit vraiment de la Team France Export, qui vient tester le produit, savoir si effectivement il répond au marché pour ne pas vous planter, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a plein d'outils, de dispositifs, de financement, d'accompagnement, de sécurisation, donc allez-y. Et donc peut-être en conclusion, avant d'ouvrir éventuellement le panel à des questions, la région du Golfe, un Eldorado pour les entreprises, point d'interrogation. D'après vous, peut-être en quelques secondes, est-ce au final un marché pour des primo-exportateurs, pour des PME et ETI naturellement accessible ou non? Point d'interrogation. Ouais, je commence. Moi, j'ai juré de dire toute la vérité. Donc, Eldorado en espagnol, ça veut dire le doré. C'était un lieu mythique en Amérique latine où l'or coulait à flot et les gens vivaient dans l'opulence. Alors, nous, on a l'or noir, effectivement. Est-ce que tout le monde vit dans l'opulence? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est un marché? Est-ce que ce sont des marchés pour toutes les entreprises? Je ne suis pas certaine. Par contre, un marché d'opportunités, c'est certain. Pour des sociétés qui sont prêtes à venir sérieusement en s'investissant, oui. Et je voudrais simplement préciser que le réseau des chambres de commerce, encore une fois, c'est 120 chambres dans 90 pays. Nous, on a un certain nombre de chambres qui se sont fédérées pour organiser le 23 octobre prochain le premier forum sur les pays du Golfe. Si vous veniez dans la région au mois d'octobre, essayez de viser cette date. On sera ravis de vous accueillir et de vous connecter, puisque nous, on représente des communautés d'affaires, on représente des entreprises, et de vous connecter à cette occasion. Merci Agnès. Thierry, Mike, en quelques secondes. Je pense que c'est un marché effectivement à potentiel. Rien n'est acquis, ça c'est clair. Donc c'est pas un Eldorado au sens, je l'apprends, merci de ce moment culturel. Il y a un très fort potentiel. Après, moi je dirais que ça concerne toutes les entreprises, puisque moi je vois des dossiers
Ce sont des startups innovantes qui ont des contrats en Arabie Saoudite, des TPE, des PME, des ETI. Donc, je pense que c'est pour toutes les entreprises. Il suffit d'être bien préparé, accompagné et être bien sécurisé. Je compléterai simplement en disant que effectivement les ETI et les PME doivent y aller. D'abord en étant bien accompagnés, c'est rassurant, bien en amont, mais surtout avoir aussi... c'est un relais de croissance. Quand on n'a plus de croissance chez nous, on va la chercher ailleurs. Et c'est vrai que ces pays offrent énormément de croissance aujourd'hui. 90%, voire plus, des clients qu'on a pu accompagner, on ne les entend plus après parce que ça se passe très bien. Ils développent leur activité. On est toujours là, bien sûr, s'il y a besoin, mais leur activité se développe. Donc il faut absolument ouvrir le champ des possibles. Une PME, elle peut y aller en direct, répondre à un appel d'offres en direct. Si elle ne se sent pas suffisamment puissante, elle peut être adossée à un grand groupe, à une multinationale pour répondre à d'autres appels d'offres. L'important, c'est déjà d'y mettre un pied. Une fois qu'on y est, voilà, on s'est imprégné du climat, des affaires locales, on s'est imprégné de beaucoup de choses, on a acquis une expérience, on se sent plus à l'aise. Comme disait Thierry, on est quand même dans une zone qui est riche, il n'y a pas de problématiques particulières au niveau des règlements, etc. Alors effectivement, il peut y avoir des retards, il faut en avoir conscience parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a énormément de concurrence. Et donc, quand on a des Chinois qui viennent en disant « nous, on vous offre 1 an de délai de paiement », nos entreprises, elles ont du mal des fois à suivre. Mais voilà, c'est très concurrentiel, mais on a une position à prendre parce que, contrairement par exemple à la Chine, on a une qualité de produit que d'autres n'ont pas. On a une reconnaissance sur notre savoir-faire, notre ingénierie. Tout ça, il faut le mettre en avant. Et quelque part, la productivité, la production française parle pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Bon, donc vous l'avez compris, 4 mots-clés, si je me permets, anticiper, oser, se préparer et ne rien lâcher. C'est peut-être un peu la conclusion de ce panel sur une région qui a l'air quand même dynamique avec des opportunités assez diversifiées. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de poursuivre la discussion sur la zone internationale avec nos intervenants, que je remercie de nouveau pour leur temps, pour leur partage d'expérience et d'expertise. Et puis, je vous souhaite un bon big et nous vous attendons dans la région. Merci encore et merci à vous. Merci.